Bonsoir à tous. Donc, je suis Maëlle Dupont, je suis chercheure à l'Institut Pasteur. Je suis ravie d'être devant vous ce soir. L'année dernière, on m'avait déjà invitée, j'avais fait un petit point sur la Covid-19 et j'avais fait une présentation sur les vaccins vont arriver. Et donc, un an après, les vaccins sont arrivés et qu'est-ce qu'on en sait? Donc, juste un rappel, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin, en fait? L'objectif du vaccin, c'est de permettre à notre organisme de se préparer à se défendre contre le microbe contre lequel il a été façonné. Donc, il va stimuler notre système immunitaire pour permettre la production d'anticorps. Ces vaccins, ils sont fabriqués à partir de suspensions de micro-organismes, donc soit une bactérie, soit un virus, qui peut être inactivé, donc ils ont perdu leur pathogène infectieux, soit atténué ou inactivé, ou alors des produits, des protéines de virus ou de bactéries ou des dérivés. L'objectif, c'est de protéger la personne, donc mais aussi de protéger les autres. C'est un bénéfice individuel et collectif. La première question, c'est comment est-ce que ces vaccins ils sont créés et surtout comment est-ce qu'ils sont évalués? Il faut bien comprendre qu'il y a deux phases. C'est d'abord la phase qu'on appelle préclinique, c'est-à-dire au laboratoire, on a la conceptualisation du vaccin, on regarde comment ça marche sur des lignées cellulaires, sur des modèles animaux. Puis après, on dépose un dossier qui a montré une efficacité et ce dossier est validé et on peut commencer les phases qu'on appelle cliniques, donc chez l'homme. Ces phases cliniques, il y a 3 étapes. Tout d'abord, la phase 1 qu'on appelle la tolérance. On va d'abord voir si le vaccin, il est bien... il n'y a pas d'effets indésirables graves qui sont faits suite à l'injection. Donc c'est sur une petite cohorte de personnes. Ensuite, on va voir la réponse immunitaire. On va pouvoir ajuster, est-ce que ça va être un vaccin à 1 dose, à 2 doses, combien il y a de temps entre les 2 doses, quelle quantité, par exemple d'ARN messager dans chaque dose. Et on va commencer à faire le suivi de la réponse immunitaire. Est-ce que dès la première dose, j'ai des anticorps qui apparaissent? Au bout de combien de temps après la deuxième dose, j'ai des anticorps qui apparaissent? Est-ce qu'il me faut une deuxième dose? Combien de temps ces anticorps vont durer, etc. Est-ce qu'ils neutralisent? Est-ce qu'ils sont capables d'empêcher notre corps, les cellules, d'être infectés lorsqu'ils sont présents? Ensuite, on va passer à la phase 3, qui est l'efficacité. Donc là, c'est des cohortes de dizaines de milliers de personnes. On va suivre dans la population générale ces personnes qui ont reçu soit un vaccin, soit ce qu'on appelle un placebo. Est-ce qu'elles sont efficacement protégées? À un moment, on va lever ce qu'on appelle le double aveugle, et on va voir combien il y a de personnes qui ont été infectées dans le bras vacciné, combien de personnes ont été infectées dans le bras non vacciné. On va pouvoir calculer cette efficacité. Donc les vaccins, il y en a plein. On parle de candidats vaccins. Si on prend le site de l'OMS à la date du 5 novembre, vous voyez qu'il y a des centaines de candidats vaccins qui sont en phase préclinique, des vaccins en phase clinique, puis après qui passent les différentes phases, 1, 2, 3. Et aujourd'hui, en fait, validé par l'autorité du médicament européenne, il y a 4 vaccins et 3 qui sont en cours d'évaluation. Donc, quels sont-ils, ces 4 vaccins? Et vous les connaissez. Vous avez en fait le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna qui sont sur un système ARN messager qui vient de vous présenter juste avant. Le Johnson & Johnson ou AstraZeneca sur un système adénovirus. En Nouvelle-Calédonie, on a principalement eu du Pfizer, mais on a eu aussi également du Moderna et du Janssen. Et quels sont les vaccins qui sont en cours d'évaluation, donc qui vont bientôt arriver sur le marché européen, si l'évaluation se passe bien? Il y a un autre vaccin ARN messager, mais il y a aussi 2 vaccins, Sanofi GSK et Novavax, qui sont sur un système protéine. Donc on va injecter la protéine et on va ainsi voir la réponse immunitaire. Maintenant, le gros point avec ces vaccins, et on a eu la question, c'est justement quels sont les effets indésirables de ces vaccins. Quels sont vraiment les chiffres aujourd'hui de ces effets indésirables? Quels sont-ils? Donc là, ce sont des données qui viennent de l'Agence nationale de sûreté du médicament, donc les données françaises. Donc vous voyez que sur l'ensemble des vaccins, donc au 28 octobre, il y a eu plus de 98 millions de doses injectées en France. On a recensé 107 000 effets indésirables, ce qui fait 0,11% d'effets indésirables. Si on regarde plus précisément ces effets sur le vaccin Pfizer, qui est comme le vaccin principalement utilisé en Nouvelle-Calédonie, vous voyez qu'il y a un listing entre des effets très fréquents et des effets moins fréquents. Et on va donc
les douleurs classiques. Vous faites un vaccin, vous allez avoir comme beaucoup de la fièvre, des douleurs articulaires, vous pouvez avoir de la nausée, des frissons, vous pouvez avoir un gonflement des ganglions, etc., etc. Et tout ça, c'est codifié et on peut établir, on sait que le risque, c'est de temps, etc. Maintenant, parmi ces effets indésirables, il y en a quelques-uns qui intéressent plus de monde, c'est ces myocardites et ces péricardites. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des inflammations, en fait, au niveau du cœur. Et quand on a ces effets indésirables-là, on se pose la question, mais quel est l'effet bénéfice-risque de la vaccination? Et donc, quels sont les chiffres? Donc, aujourd'hui, les chiffres en France, c'est sur 90 millions de doses de vaccins ARN messager, il y a 481 cas de myocardite, péricardite qui ont été enregistrés. Tous, donc c'est un risque qui est défini comme peu fréquent, tous ont une évolution clinique favorable. Il n'y a eu aucun décès recensé suite à ces myocardites. D'accord ? Et ce qu'on sait, c'est que ce sont principalement des personnes jeunes, donc entre 18 et 50 ans, qui font ces myocardites. Maintenant, la question se pose, mais quel est le risque de myocardite suite à une infection Covid-19? Parce que le risque, il existe. Il y a des études récentes qui viennent de montrer que suite à une infection Covid-19, le risque de myocardite est x16, x18 par rapport à des gens qui ne sont pas infectés. Donc la balance est vraiment différente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui font des myocardites suite à une infection SARS-CoV-2 que suite à une vaccination. Et ce risque, il est x6 ou x10. Maintenant, on sait quels sont les risques, on sait quelle est la balance. Maintenant, ces vaccins, est-ce qu'ils nous protègent efficacement? Quelle est leur efficacité vaccinale? Et pour ça, d'abord, qu'est-ce que c'est? Quand on dit qu'un vaccin est efficace à 90%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que ce vaccin réduit de 90% le risque de développer une forme symptomatique de la maladie par rapport à un groupe témoin qui n'a pas reçu le vaccin. C'est comme ça qu'on le calcule. Cette efficacité, elle peut être en fonction de différents paramètres. On peut mesurer l'efficacité sur les formes symptomatiques ou que sur les formes sévères, par exemple. Et elle peut être variable. Si on est, par exemple, à des nouveaux variants, il faudra qu'on remesure l'efficacité. Donc, pour nos vaccins, les vaccins qui sont utilisés, quelle est cette efficacité? Dans le tableau, je vous ai mis l'efficacité uniquement contre le variant Delta. Donc, c'est la souche virale de SARS-CoV-2 qui circule majoritairement dans le monde et qui est plus de 90% des cas en France, par exemple, et quasiment 100% des cas en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a cette efficacité sur la forme symptomatique, sur le fait de faire un Covid normal, ou sur les formes sévères. Et quand on regarde cette efficacité sur les formes sévères, on voit, quel que soit le vaccin, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, qui a une efficacité qui est maintenue à 96%, à 80%, à 90% en fait, selon les vaccins. Par contre, oui, cette efficacité contre la survenue d'un Covid symptomatique, elle est plus basse pour les vaccins, pour le vaccin Pfizer, pour le vaccin Moderna, pour le vaccin AstraZeneca. Mais la protection contre les formes sévères est maintenue à un taux très élevé. Enfin, la dernière question, c'est la troisième dose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi on se base? Pourquoi est-ce qu'il faut faire une troisième dose? Le schéma vaccinal Pfizer, et je vous parle du Pfizer, c'est un schéma à 2 doses avec au minimum 3 semaines d'intervalle entre les 2 doses. Aujourd'hui, ces questions, c'est cette troisième dose, pour qui et pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on l'a? Et pourquoi est-ce qu'on la propose? Très rapidement, pour les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas un bon système immunitaire, on a proposé la troisième dose pour les aider à pouvoir produire des anticorps. Parce qu'on voyait que ces gens, même avec 2 doses, ils avaient très peu d'anticorps, voire très pas. Donc c'était à les booster pour qu'ils soient protégés, parce que ce sont en plus des personnes qui sont fragiles. Ensuite, les données qu'on a maintenant sur le suivi en fait, des personnes, on sait qu'au bout d'un certain temps, le taux d'anticorps il commence à diminuer et qu'on peut voir en fait, ce qu'on appelle des gens qui, malgré le fait qu'ils soient vaccinés, et donc c'est l'efficacité qui est à 50%, peuvent faire un SARS-CoV-2. Mais ce qu'on a maintenant des études qui nous viennent des États-Unis ou d'Israël sur l'intérêt de cette troisième dose, on voit que ça augmente le taux d'anticorps qui sont capables de neutraliser le virus, que ça limite en fait justement ces infections suite au SARS-CoV-2
que même s'ils sont infectés, la charge virale, donc le fait qu'ils soient contagieux, est encore plus court, et ça continue à les protéger efficacement contre la survenue des formes sévères. Donc aujourd'hui, les recommandations pour cette 3e dose de la Haute Autorité de Santé, c'est les personnes immunodéprimées, c'est les personnes de plus de 65 ans, parce qu'elles ont un système immunitaire qui est un peu plus faible, c'est les personnes vulnérables, quel que soit leur âge. Par vulnérable, ça veut dire des gens qui ont des comorbidités, qui peuvent avoir le diabète, etc. L'entourage des personnes immunodéprimées, parce qu'il faut pouvoir les protéger, et les personnes qui sont exposées, qui travaillent avec qui sont en contact du virus. Et pour finir, la Covid-19, quelle perspective? 2 perspectives importantes. Les vaccins, il y en a qui vont arriver, d'autres. Par contre, les vaccins qui vont arriver, ils vont devoir prouver qu'ils sont aussi efficaces que les vaccins actuels, et ça, c'est un vrai challenge. Et ce qui est nouveau, et qu'il n'y avait pas il y a 1 an, c'est les traitements. Il y a des traitements curatifs ou préventifs qui vont arriver sur le marché, qui sont pour certains utilisés, qui sont en cours d'attente, pour des anticorps, pour des antiviraux, pour améliorer la prise en charge en fait, de cette maladie. Merci pour votre attention. On ne va pas pouvoir passer la soirée dessus, mais on va en prendre quelques-unes quand même. Je vais commencer avec monsieur que je n'ai pas pu avoir tout à l'heure. Je vais tenir le micro, pardon. Bonsoir. J'avais une question peut-être en rapport aussi avec l'intervention de monsieur Cavaloc tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait de façon un peu simplifiée qu'un virus va muter et qu'on va avoir des variants? Et dans quelle mesure le degré de variance, si je peux dire comme ça, va impacter sur l'efficacité ou pas du vaccin qu'on s'est fait injecter? Okay. Alors, merci pour votre question. Les virus, pour pouvoir se multiplier, ils doivent infecter des cellules. Quand ils vont infecter les cellules, ils vont multiplier leur génome. Le génome du coronavirus, c'est un génome à ARN, simple brun. Donc, voilà. On sait que quand il va se multiplier, il va faire des erreurs, parce qu'il ne va pas corriger ce qui se passe, il en produit tellement. Ces erreurs, elles peuvent être intéressantes pour le virus, donc elles vont être sélectionnées ou pas. Plus le virus va se multiplier, plus il va faire des erreurs. Et plus il y a des mutations qui vont apparaître. Dès le début de l'histoire du SARS-CoV-2, il y a des mutations qui sont apparues, il y a des variants qui sont apparus, qui vont émerger ou pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un variant va émerger? C'est que la mutation qui a été créée va lui conférer un avantage. Donc on a vu d'abord le SARS-CoV version Wuhan, on a eu les différents variants, il y a eu le variant alpha, dont on a beaucoup parlé au début d'année, et puis on a eu le variant delta. Donc, ce qu'on a observé, le variant alpha, il avait un pouvoir de transmission, de contagiosité qui était 2 fois plus élevé. Le variant delta, les mutations qui ont été acquises par les variants delta, ce pouvoir de contagiosité était 8 fois plus élevé que la souche originale. Voilà. Et après, dans les mutations qui vont arriver, toujours se pose, est-ce que les nouveaux variants, est-ce que les vaccins protègent efficacement? Ce qu'on a vu entre le variant alpha et le variant delta, c'est que la protection contre les formes sévères, elle était maintenue, quel que soit le variant. Par contre, on a vu une baisse de l'efficacité de la protection contre la survenue d'un Covid symptomatique. Oui, on a une autre question. Merci. J'ai une petite question sur les effets secondaires, en fait. Alors, on sait qu'au niveau de la maladie, après, on a beaucoup de séquelles et qui sont bien souvent irréversibles. Est-ce que sur les effets secondaires du vaccin, c'est aussi le cas? Est-ce qu'on a des effets irréversibles, en fait, parfois, et la proportion? Alors, pour le Pfizer, je vais connaître ce que je parle, et sur les effets, connus, il y a les myocardites, péricardites, et elles ont toutes été spontanément, elles ont été suivies, les gens ont bien repris. Après, j'ai pas de notion qu'il y ait eu quelque chose, qu'il y ait eu de conséquences graves, et j'ai pas fait la littérature dessus, donc je pourrais pas m'avancer. Par contre, s'il y a un point qui est vraiment important dans l'infection du SARS-CoV-2 et dans la symptomologie, c'est vous avez les gens qui vont faire des formes sévères, donc qui vont aller à l'hôpital. On a toutes vu ces images en réanimation, donc il va y avoir des conséquences lourdes pour ces personnes. Mais on oublie de parler maintenant beaucoup de choses sur le Covid long. C'est-à-dire des personnes qui ont fait un Covid,
qui n'est pas forcément ce qu'on appelle un Covid modéré, et qui vont, 3 mois après, vont avoir des conséquences de leur Covid. Et ça, il y a les études qui commencent à sortir, et ce n'est pas négligeable. C'est 15 à 20% des gens qui vont avoir ces symptômes à distance. Et ce n'est pas juste une fatigue. Ces moments, les gens, ils expriment, d'un seul coup, ils sont épuisés, une perte d'énergie. Ils ont des troubles de la mémoire, des troubles mais vraiment de l'attention, de la concentration. Donc c'est une perte de la qualité de vie au jour le jour, sur le long terme, et qui est prolongée. Et on commence à voir les études de quelles sont ces personnes, et ce qui sort, c'est qu'il y a à risque de ça, les femmes sont plus à risque de ces Covid longs. La moyenne d'âge, c'est 45 ans de ces femmes. Plus on a de symptômes, plus on est à risque, et il y a aussi notamment un lien avec le taux d'anticorps. Mais c'est un peu la catégorie qui ressort dans ces Covid longs de formes symptomatiques modérées. Donc, ils n'ont pas été à l'hôpital. Et ce qu'on sait, et ce qui est intéressant, c'est que la vaccination protège. On commence aussi à avoir des études qui nous montrent que les personnes vaccinées sont moins, parce qu'elles ont moins de symptômes, c'est moins grave, elles sont moins enclins à faire ces formes de Covid longs. Oui, par rapport à quelqu'un qui a un SARS-CoV-2 normal, clairement. Il y a des effets, il y a des effets indésirables. Il y en a qui sont spontanément résolutifs, il y en a qui demandent une hospitalisation, il y en a qui peuvent être plus conséquents, mais je ne peux pas vous dire les chiffres exacts, je ne les ai pas. De rien. Merci.